réunion de Chenavard sur la dégénérescence de l'art et la fin prochaine de l'humanité. Difficulté de rencontre l'art au XIXe siècle. Que rencontre l'art? L'école dite réaliste née de l'irrationalité générale. Nous en sommes là, notre nation à qui, depuis la révolution de 89, il appartenait, se semble de résumer les traditions de tous les âges, puis de reprendre et creuser la pensée hollandaise, a fait jusqu'à présent défaut à cette mission. Les talents n'ont pas manqué, l'intelligence seule s'est montrée insuffisante. Nous n'avons su rien imaginer de mieux, dans notre présomptueuse ignorance, que de jouer avec un passé fini que nous admirions, d'autant plus que nous le comprenions moins. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup produit, beaucoup discuté, et pour arriver à quoi, grand Dieu, au néant. Les anciens, en obéissant à l'esprit qui les animait, étaient vrais dans leur art. C'est pourquoi ils ont mérité la louange de la postérité qui a déclaré leurs œuvres immortelles. Nous n'avons su qu'imiter, copier les anciens sans songer à produire notre propre idéal, sans nous douter que par cette imitation nous étions nous-mêmes dans le faux. Étrangers à la pensée qui nous mène, nous avons fait de l'art de nos aïeux un métier pour nous, et nous nous sommes vantés d'être le peuple artiste par excellence. Paris est devenu le grand marché des articles d'art, comme il était depuis longtemps des articles de mode. Quelle foire, Dieu et déesse, Christ et Madone, capucins et vierges, soldats et filles de joie, rois, nobles, bourgeois, paysans, prolétaires, sommité et médiocrité, mythologie, allégorie, symbolique, idolâtrie, spiritualité, réalisme, éclectisme. Tableaux d'histoire et tableaux de genre, bataille, paysage, marine, académie, caricature, tableaux de caserne et tableaux de taverne, tableaux d'hôtel et tableaux de baie, bordel. Le tout d'après les Grecs, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Hollandais sur commande et ad libitum. Nos artistes ne reculent devant aucune exigence. Leur fantaisie est à la hauteur de toute inspiration et ils sont de tous les temps, de tous les pays, de toutes les religions. L'âme de l'humanité respire dans leur personne. Voulez-vous de l'antique, du byzantin, du gothique, de la Renaissance? Pour vous servir, hélas, on ne leur en demande pas tant. Des logements à bon marché et des portraits cartes à 3 francs la douzaine. Voilà de quoi combler pour le moment le peuple de Paris. Le peuple du moins suit son instinct qui ne le trompe pas toujours, tandis qu'eux, avec leur érudition, en sont à savoir que chaque génération ayant sa manière de voir, par conséquent de sentir, l'idéal de l'une n'est pas celui de l'autre, et que le véritable artiste est celui qui répond le mieux à l'esthésie de ses contemporains. Entrepreneurs d'imitation, de contrefaçon, de pastiche, de bric-à-brac, il n'y a qu'une chose à laquelle ils ne paraissent pas tenir, qui est d'être eux-mêmes et de révéler leur idée. Or, comme l'artiste, quoi qu'il fasse, ne peut en définitive que se produire lui-même, avec le milieu auquel il fait écho, vous voyez l'art marcher de pair avec la littérature et la politique. La décadence du goût suivre celle des idées et des mœurs, ce n'est plus que mensonge, hypocrisie, cynisme, plus ou moins enluminé, vernissé, illustré, en termes d'ateliers, poses et blagues, servant de couverture à la prostitution. N'est-ce pas la tristesse de cette situation qui a suggéré à Chenavard sa théorie de l'affaiblissement progressif de l'art à laquelle il déduit celle de la fin prochaine de l'humanité? Nous avons vu, dit ce savant artiste, reparaître en moins d'un demi-siècle dans les ouvrages des imitateurs, à commencer par David, qui remontait aux sources de l'antique, jusqu'à Courbet, qui tente à faire revivre le naturalisme flamand, toutes les physionomies mises l'une après l'autre, à la mode durant 2000 ans. L'art moderne n'est autre chose qu'un jeu de la mémoire. Entrez dans une maison de Paris habitée par 20 artistes, vous y trouverez des élèves de Fiesole, de Raphaël, de Rubens, de Véronèse, de Velasquez ou de Holbein. Où veulent-ils en venir? Faire de la peinture seulement pour gagner de l'argent n'est pas un but avouable. Peindre pour peindre, selon le principe de l'art pour l'art, est chose insignifiante. Autant vaudrait s'adonner à la danse. Il ajoute à chaque civilisation un art périssable. L'architecture a fini son temps avec les religions primitives. Plus de sculpture après la Grèce, plus de peinture après la Hollande du XVIIe siècle. Tout essai d'art fait de nos jours, excepté en musique, est un impuissant archaïsme. Et qu'est-ce que la musique elle-même? Un art matérialiste, dissolvant, qui semble fait tout exprès pour consoler la vieille espèce humaine de ses longues douleurs et pour l'endormir dans le tombeau. Il est incontestable que l'affaiblissement de la plus délicate des facultés de notre âme, la faculté esthétique, s'il était éprouvé, serait un signe certain que notre espèce commence à vieillir, qu'elle s'incline vers le tombeau
et ne fait plus guère autre chose que filer son linceul. Il en est de la vie morale comme de la vie physiologique, intimement liées d'ailleurs l'une à l'autre. La cessation commence aux extrémités, gagne peu à peu le centre et finit par le cœur. Mais depuis longtemps, surtout chez le vieillard, la sensibilité s'est amortie. L'acuité des sens a disparu, en sorte que la mort du cœur est le dernier acte d'une longue et progressive extinction. Ainsi en est-il de la vie morale. L'imagination, la mémoire, la tendresse de cœur s'en vont l'une après l'autre. La conscience ou le sens moral périt le dernier. Mais quand la fin arrive, il y a longtemps que la sensibilité esthétique, qui enveloppe pour ainsi dire toutes les autres facultés, s'est usée et que l'homme est retombé dans la grossièreté animale. J'ai vu souvent rire de cette effrayante idée de Chenavard, mais je ne l'ai jamais vue réfutée par personne. Cependant, le fait de notre décadence artistique subsiste. Personne ne le nie, et plus n'est besoin d'être misanthrope pour ajouter qu'avec cet épuisement de la faculté esthétique, la mortification de la conscience semble aujourd'hui en train de s'accomplir. Le sentiment qui domine, en effet, parmi les masses, ce n'est pas réellement un besoin d'art, c'est un besoin de luxe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Besoin qui fait que l'art de boire, manger, jouir est positivement le premier, celui de la toilette le second. Après quoi, il n'y a plus sous cet épiderme vermillonné et clinquant que pourriture et misère. J'entends beaucoup chantonner et pianoter, cela prouve-t-il qu'on ait vraiment le goût de la musique? La musique n'est-elle pas tout simplement aujourd'hui un accompagnement de la volupté? Nos consciences sont gangrenées, nos mœurs sont épouvantables. Comment y aurait-il de vrais artistes? Et c'est aussi ce qu'affirment nombre d'écrivains qui, en dehors de la question d'art, soutiennent que le moment de l'efflorescence morale de l'humanité est le même que celui de l'efflorescence esthétique. En sorte que la civilisation serait décidément sur le retour, et que nous n'avons plus, nous autres, qui ne croyons à rien de beau ni de bon, qu'à choisir entre deux partis, nous recueillir dans la mort si nous sommes pauvres, ou nous livrer au plaisir si nous sommes riches, selon le précepte de Sardanapale, mange, bois, jouis. Il est permis d'appeler de cette condamnation. Si le lecteur a suivi avec quelque attention le développement de notre pensée, il doit se dire que la dépression actuelle de l'art n'a nullement pour cause, comme le suppose Chenavard, l'affaiblissement déterminé par l'âge de la faculté esthétique dans la société. Sous ce rapport, Chenavard a mal diagnostiqué et mal vu. Cette dépression de l'art a pour cause le défaut de rationalité qui s'est manifesté depuis l'époque de la Renaissance dans le domaine de l'art, et qui a surtout sévi, ainsi que nous venons de le constater nous-mêmes depuis la Révolution. En un mot, ce n'est point à une dépravation du goût, à une maladie ou décrépitude de la faculté esthétique que nous avons affaire, c'est à une erreur de jugement, et d'où vient cette erreur elle-même? Tout simplement de ce que vers la fin du Moyen-Âge, lorsque l'esprit philosophique est venu remplacer la ferveur religieuse et le sentiment de la dignité humaine, mettre fin à l'autorité surnaturelle, il s'est accompli dans le monde une révolution analogue à celle qui avait mis fin au polythéisme grec et substitué à l'idolâtrie la spiritualité chrétienne. En deux mots, nous avons depuis 3 siècles et à notre insu changé d'horizon. Notre idéal n'est point celui du Moyen-Âge, pas plus que celui des Grecs, d'où résulte que les conditions de l'art ne sont pas non plus les mêmes. Or, qu'avons-nous fait depuis la Renaissance? Nous avons conservé par convention ou concordat dans nos gouvernements et dans nos mœurs l'idéalisme chrétien. Nous l'avons associé à l'idéalisme grec, puis nous avons recouvert le tout de je ne sais quel fantaisisme romantique, féerique, oriental et féodal, si bien qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, l'idée et l'idéal, l'esprit et la forme, les principes et la lumière sont en complète disparate. Il n'y a que la musique qui, se séparant du chant grégorien et se frayant à l'aide du théâtre une voie nouvelle, ait su se développer à part conformément à la loi du progrès. Quoi d'étonnant après cela que l'art souffre, qu'il périsse dans la plus honteuse des morts? Ce n'est pas tout. Nous avons vu que sous le règne de l'idéalisme égyptien, typique et symbolique, de l'idéalisme grec voué au culte de la forme, de l'idéalisme chrétien ou gothique plein d'une spiritualité auparavant inconnue, et même de l'idéalisme ambigu de la Renaissance, la communauté d'idéal donné par la religion et les mœurs développait entre les artistes une puissance de collectivité qui élevait très haut les talents, plus haut qu'ils n'eussent jamais su se porter dans des méditations indépendantes et solitaires. C'est ainsi que la recherche universelle intense des figures divines a fait
par l'effort simultané et longtemps prolongé des artistes, la supériorité de la statuaire grecque. C'est encore ainsi que s'est déroulée l'architecture du Moyen-Âge. J'ai vu les cathédrales de Paris, de Chartres, d'Amiens, de Strasbourg, de Cologne, d'Anvers, de Gand, et je me suis dit à chacune que ces monuments, par leur immensité et leur variété, étaient comme de grands poèmes. Qu'un seul maître peut bien en donner le plan, mais qu'une semblable conception n'est clos dans une tête individuelle qu'après une longue suite d'études, ce qui suppose une série d'essais, d'efforts, de monuments auxquels une foule d'artistes ont pris part, et dont les derniers venus, pour peu qu'ils aient du génie, sont à même de profiter plus que personne. L'idéal étant subordonné à l'idée, la collectivité de l'idée entraîne naturellement celle de l'idéal. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle existe, 10 000 élèves qui ont appris à dessiner comptent plus pour le progrès de l'art que la production d'un chef-d'œuvre. Non que je me mette en balance le nombre et la qualité, mais 10 000 citoyens qui ont appris le dessin forment une puissance de collectivité artistique, une force d'idée, une énergie d'idéal, bien supérieure à celle d'un individu, et qui, trouvant un jour son expression, dépassera le chef-d'œuvre. Pareille chose ne saurait plus aujourd'hui se produire. Notre idéal, qui est désormais l'humanité tout entière, avec ses travaux, ses succès, ses misères, cet idéal, dis-je, n'ayant rien de surnaturel, ne pouvant plus s'imposer sous une forme, pour ainsi dire, orthodoxe, par conséquent commune, s'offrant à chacun dans son infinie variété, n'est pas susceptible de produire une grande force de collectivité. Chaque artiste, tout en s'inspirant de son mieux des travaux de ses confrères et de l'étude de son modèle, reste abandonné à lui-même et travaille sous son inspiration personnelle. Conclurons-nous de ce surcroît de difficultés, de ce changement de thème qui, du rêve mental étroit des dieux, nous a fait passer à la contemplation infinie de nous-mêmes, qu'il y a infériorité chez les artistes et décadence de l'art? Ce serait prétendre que notre mécanique est inférieure à celle des Égyptiens, parce que nous ne nous servons plus du plan incliné pour dresser nos colonnes et nos obélisques. Ou bien encore que l'architecture des Grecs, celle du Moyen-Âge, n'était pas à comparer à la leur, parce que ni le temple grec ni la cathédrale gothique elle-même ne sont à comparer pour la masse à la pyramide égyptienne. Admettant pour vrai la tradition des géants et des cyclopes, il est certain que nos forgerons ne seraient pas de taille à manier leurs outils. Mais qu'est-ce que l'industrie du Vulcain, des Telchines, des Telkines et des cyclopes en comparaison de notre métallurgie? Qu'est-ce que la Grèce historique et mythologique peut offrir de comparable à nos machines à vapeur, à nos turbines ou simplement à notre marteau-pilon? Il en est ainsi de l'art. On ne doit pas le mesurer seulement d'après ses effets. Il faut tenir compte aussi du but, des éléments et des moyens, surtout de la difficulté vaincue. Sur ce rapport, j'ose le dire, nous sommes en progrès sur les anciens. À coup sûr, nous n'arriverons jamais, en nous observant nous-mêmes, à nous représenter comme des fils ou des mignons de l'Éternel, ainsi qu'il est arrivé aux Grecs cherchant la figure de leur Dieu dans leur propre figure. Mais nous ferons penser parler les images faites de nos mains comme ne surent jamais faire les chrétiens et les Grecs. Nous en acquérons bientôt la preuve. Quant à la critique que Chenavard fait de la musique, sans compter qu'il est injuste de rendre l'art responsable de la sottise des dilettanti, cette critique serait peut-être fondée si la musique avait la prétention de suppléer à elle seule les autres arts, si seulement elle affirmait sur eux sa supériorité. Mais il n'en est rien. La musique a son existence à part plus bornée que la peinture, parce que ses moyens sont moindres, mais tout aussi parfaite en tout genre, en son genre, ce qui fait tomber à faux la critique de Chenavard. Il s'en faut, j'aime à le penser, que la musique ait trouvé de nos jours tout son emploi dans la société moderne. Elle est appelée, si j'ose ainsi dire, à un service plus sérieux et plus général, mais il n'en est pas moins vrai que dans la rétrogradation actuelle, elle soutient presque seule la retraite, et qu'au moment où j'écris, le dédain de l'art, surtout de la peinture et de la statuaire, serait bien autrement profond, si les esprits n'étaient retenus sur cette pente par le goût universel, bien que fort mal entendu, de la musique. Non, l'art ne meurt point, par conséquent, il ne rétrograde jamais. Sans doute il ne forme plus comme autrefois l'avant-garde de la civilisation. L'art a cessé de devancer la religion, la science, l'industrie, la justice, mais il marche à leur suite, et quand Chenavard, après avoir constaté nos progrès, après avoir assigné à l'époque actuelle comme son caractère propre, ces deux grandes choses, la science parvenue à son apogée et la fraternité des races, conclut de là la décroissance intellectuelle. La fin de l'art et la dissolution de la société, nous sommes en droit de lui dire qu'il se jette dans la plus flagrante des contradictions. Je ne puis croire que l'homme universel de Pascal, cet homme qui apprend toujours, qui amasse, qui ne meurt jamais,
puisse vieillir et décroître, il peut éprouver des tourmentes, des oscillations, des mouvements de hausse et de baisse, mais dégénérer d'une façon continue, cela me paraît impossible, contradictoire même. L'humanité aura sa fin, dit-on. La terre qui lui a servi de berceau doit devenir aussi sa tombe. Je puis admettre l'usure et la caducité de la planète, chose que j'ignore. Je puis admettre parce que la planète n'est pas esprit, conscience et liberté, mais je conçois dans ce cas que l'humanité, soumise aux conditions d'infertilité du sol, diminuant sans cesse de population, finisse pour ainsi dire volontairement, non dans la décrépitude, mais dans une haute spiritualité. Arrivé à la perfection, l'homme doit finir, parvenu au plus haut degré de conscience, d'intelligence, de liberté, de dignité, l'homme, en présence d'une nature épuisée, usée, rebelle, inférieure à lui, l'homme n'ayant plus à regretter sa carrière manquée, devenu Dieu, doit se mettre à l'unisson de la nécessité et léguer son âme à un monde plus jeune. L'Éternel a été glorifié en lui, Dieu s'est incarné, que la planète, globe usé, pâli, roule désormais solitaire comme la lune, jusqu'à ce qu'elle se disloque et que ses morceaux soient recueillis par d'autres mondes. Il suffit pour le lui prouver de le rappeler au principe. L'idéal et l'idée sont termes corrélatifs. Quand celle-ci est en mouvement, il est impossible que l'autre demeure inerte et que la faculté qui sert à l'exprimer s'amoindrisse. Mais il est un fait vrai qui crée pour l'art parvenu à ce degré de civilisation la plus grande des difficultés et sur lequel j'appelle l'attention des artistes. Tous les hommes qui ont reçu une certaine éducation, tous ceux qui ont acquis quelques illustrations dans les lettres, la philosophie, le droit ou la politique, l'industrie même ont la prétention de se poser en amateur, en protecteur de l'art et de s'y connaître, prétention bienveillante, mais sur laquelle il importe que nous ne nous trompions pas, à peine des plus tristes mécomptes.